Bienvenue à tous, ici Gia. J'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi en Suisse, où on va parler d'un tueur en série qui a malheureusement chassé des enfants dans des fêtes foraines pendant à peu près une dizaine d'années. Vous verrez qu'aujourd'hui, on va parler de maladie mentale, car ce tueur avait deux personnalités, comme vous le verrez tout au long de la vidéo. Donc, je vous préviens tout de suite, à aucun moment je ne sous-entends qu'avoir une maladie mentale avec un dédoublement de la personnalité fait automatiquement de vous quelqu'un de dangereux, absolument pas, ni un tueur, absolument pas. Là par contre, effectivement, on va parler d'une personne qui avait deux personnalités, une qui n'a pas tué et une deuxième personnalité qui, elle, s'en prend à des enfants et qui les tue. Alors si vous êtes prêts, penchons-nous ensemble sur le parcours sanglant de Ferrari Werner. C'est une histoire pour laquelle j'ai eu beaucoup de travail. J'ai dû traduire des textes en allemand, voilà, qui sont des langues que je maîtrise absolument pas, honnêtement. Du coup, les traductions ont été compliquées et je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup de documents vidéo. Donc, par rapport à la vidéo de la semaine dernière où là, c'était quasiment exclusivement basé sur une vidéo. Là, ce ne sera pas le cas. Là, ce sera beaucoup un récit et des photos. Quand on pense à la Suisse, on pense au calme que ça représente avec ses magnifiques montagnes, les petites vaches avec les grosses cloches au cou et on pense éventuellement à une bonne fondue de fromage suisse, éventuellement au chocolat, mais à aucun moment on se mettrait en tête qu'il y a pu y avoir deux tueurs en série en même temps sur le sol suisse. C'est vrai que c'est des histoires dont on parle pas trop, on a très peu de tueurs en série en Suisse et il s'avère qu'il y en a deux qui ont sévi exactement au même moment. Le premier, vous le connaîtrez certainement, il s'appelle Michel Péri, ou alors le sadique de roman, c'est plus souvent comme ça qu'on l'appelle. Il a sévi entre 1981 et 1987, souvent en Suisse, mais également dans d'autres pays aux alentours. Et lui, il attaquait plus particulièrement des adolescents en les prenant en stop, et malheureusement en leur faisant beaucoup de mal. Sa série de meurtres s'arrêtera donc à son arrestation en 1987. Le tueur dont on va parler a sévi, lui, dans les années 80 à 89, précisément. Donc, en même temps que Péri. Mais lui, visait plutôt les jeunes enfants. C'était vraiment une sale époque pour la Suisse. Ils avaient donc deux tueurs en série qui sévissaient au même moment et qui visaient pas les mêmes victimes. Mais vous verrez que le nôtre est un peu particulier. Donc, comme vous l'avez compris, il a deux personnalités. Mais en plus de ça, il va faire des choses un peu spéciales, comme par exemple appeler les policiers, ce qui va le mettre en limite en premier sur la liste des suspects. Les appels qu'il va passer sont eux-mêmes extrêmement suspects et donc il va se faire connaître des policiers comme ça, vous verrez. Werner Ferrari naîtra le 29 décembre 1946 dans la commune de Bâle, en Suisse. Il naîtra d'une maman s'appelant Gertrude, qui avait 18 ans à ce moment-là, au moment de sa naissance. Malheureusement pour Werner, elle n'est absolument pas aimante avec lui. Elle sera mariée 3 fois jusqu'en 1958, donc c'est-à-dire aux 12 ans de Werner. Werner ne sait pas qui est son père. De ses 0 à ses 4 ans, il vivra chez sa grand-mère, donc la maman de Gertrude. Peu après son deuxième mariage, Gertrude reprendra Werner. Werner ira donc habiter chez sa maman à ce moment-là. Malheureusement, il sera maltraité par sa maman et le mari de sa maman qui est alcoolique, et celui-ci abusera intimement et physiquement du pauvre Werner. Quelques mois après, donc en 1951, Werner a 5 ans et est remis par sa mère à un foyer de Rumilingen dans le canton de Bâle. Werner, pendant 2 ans, passera d'un foyer à l'autre. Il sera d'abord mis à Vienzen, dans le canton de Grison, ensuite à Herisau, dans le canton du Rhôde extérieur, et ensuite à Igis, encore une fois dans le canton de Grison. En 1954, donc, Werner a 7 ans. Il passera 6 mois au centre d'observation de Rufenac, en Argovie. On lui diagnostiquera à ce moment-là plusieurs troubles, un trouble de la concentration et un trouble du développement. Après ce diagnostic
Werner sera placé à Adelboden, dans le canton de Berne. Un médecin rédigera un rapport concernant Werner pour expliquer un peu l'état mental, l'état physique du garçon et son caractère. Dans ce rapport, le médecin de Werner mettra en avant qu'il est menteur, qu'il est voleur, qu'il a un manque d'amour flagrant, ce qui le rend affectueux et travailleur car il espère pouvoir attirer l'attention et l'amour des gens en retour. En 1958, Werner commencera les grosses bêtises. Il sera mis dans une maison d'éducation pour jeunes garçons, à Liestal, en Bâle campagne, et malheureusement là-bas il commencera les vols et les incendies volontaires. C'est-à-dire qu'il va aller voler autour du centre dans lequel il est accueilli, et il mettra aussi le feu à quelques endroits du village. En 1965, Werner a 18 ans. Et il aura l'idée de génie d'essayer de faire dérailler un train, donc un train qui est occupé, il y a des gens dans le train, en posant une de ses chaussures sur la voie ferrée, dans l'espoir que le train déraille et qu'il y ait plein de morts. Heureusement, on arrivera à empêcher le déraillement du train et à arrêter Werner. Et donc, quand on voit un comportement aussi fou, parce que c'est fou de vouloir faire dérailler un train, on prend Werner et on l'emmène dans une clinique psychiatrique dans la région de Zurich. Il y restera un petit moment et commencera à être soigné, mais il recommencera les vols et les incendies. Donc là, forcément, la clinique de Zurich ne veut plus s'occuper de Werner, donc ils le transfèrent dans une clinique, elle aussi psychiatrique, à Bâle, et ils espèrent qu'ils pourront l'aider. À cette clinique, donc, le médecin qui s'occupe de Werner dira de lui qu'il a une personnalité infantile, qu'il a un sous-développement intellectuel, une personnalité psychopathique, éventuellement un trouble schizophrénique, et que selon lui, si on le laisse sortir, il risque sincèrement de s'en prendre à des enfants au vu de ce qu'il a raconté aux médecins pendant leur séance. Malheureusement, contre l'avis de ce médecin, en 1967, Werner sera autorisé à quitter l'hôpital à l'âge de 20 ans. Dans son âge adulte, il vivra principalement de petits boulots en lien avec l'agriculture, souvent dans le comté de Bâle-Campagne. Et on n'entendra plus parler de lui jusqu'en 1971, le moment de son premier crime. On est le 6 août 1971. Ce jour-là, un petit bonhomme de 10 ans, du nom de Daniel Schwann, était à une fête de village, une fête foraine organisée tous les ans dans son village. Donc il était là, il profitait de sa journée comme beaucoup d'autres petits-enfants. Cette fête de village se déroulait à Reinach, en Bâle-Campagne. Malheureusement pour le petit Daniel, il va croiser la route de Werner. Werner va le convaincre de le suivre jusqu'à un bois, au bois de Thewil. Là, il va malheureusement commencer à attoucher le petit Daniel, et quand il lui demandera de se déshabiller, Daniel va se mettre à hurler, ce qui fait que Werner, complètement paniqué, va l'étrangler et le laisser là, à terre, dans le bois de Thewil. Le lendemain, Werner, qui, comme je vous l'ai dit, va faire des trucs super bizarres, là c'est le premier, va appeler une auberge qui se trouve à Liestal pour savoir si par hasard on parlait de la disparition d'un jeune garçon qui aurait été retrouvé dans un bois. Sauf que à ce moment-là, la disparition n'avait pas encore été rendue publique puisqu'on n'avait pas encore retrouvé Daniel. Heureusement, l'aubergiste qui a reçu l'appel de Werner le connaissait. Il a donc pu conduire les enquêteurs jusqu'à Werner, qui sera donc leur principal suspect puisque c'est extrêmement suspect d'appeler sur une disparition qui n'a pas encore été révélée. Ils vont donc arrêter Werner le 12 août 1971 et il passera aux aveux 6 jours encore plus tard, donc le 18 août 1971. 12 jours après donc avoir tué le petit Daniel, il emmènera les enquêteurs sur le lieu de son homicide et les enquêteurs pourront récupérer son corps. À l'autopsie, malheureusement, on verra que le petit Daniel a été agressé et qu'en plus de ça, après sa mort, Werner a pris un bâton et lui a, alors là, accrochez-vous, âme sensible, zappé de 30 secondes, il lui a mutilé les parties intimes en enfonçant ce bâton dans son anus.
Il faudra 2 ans pour que Werner soit jugé pour le crime de Daniel, mais le 12 avril 1973, il sera enfin condamné à 12 ans de prison, ce que personnellement je trouve relativement faible pour un crime qui est aussi odieux et qui touche un pauvre garçon de 10 ans. Mais voilà, c'est la peine qu'il a reçue. Donc, du moment de son arrestation en août 1971 jusqu'au mois d'août 1976, il sera enfermé au pénitencier de Thorberg. Puis, à partir de ce moment-là, jusqu'au moment de sa libération en 79, il sera emprisonné à Regendorf. Sur les 12 ans qu'il était censé faire, il n'en a fait que 8. Et là, tenez-vous prêts parce que j'ai halluciné. Donc, contre l'avis des psychologues qui avaient clairement dit que c'était quelqu'un qui risquait de s'attaquer aux enfants, qu'il avait des problèmes mentaux, qu'il fallait vraiment l'encadrer, essayer de gérer tout ça et de le soigner, il a été relâché, considéré comme guéri. C'est-à-dire qu'on l'a relâché en disant que pour Werner, tout allait bien, que sa santé mentale était parfaite et qu'il ne recommencerait pas. Il a donc été relâché le 11 août 1979. Il a eu un moment de probation qui aura duré 3 ans. Et au terme de ces 3 ans, il aura même les félicitations pour être rentré dans le droit chemin. Après sa libération, il ira s'installer vers Zurich. Il se comportera un peu comme un ermite, il parlera pas trop à ses voisins, vraiment il restera souvent chez lui enfermé, mis à part quand il traîne près des écoles et des terrains de jeu, parce que effectivement c'est un ermite avec les adultes, mais bizarrement Werner est souvent en contact avec des enfants. Il a traîné autour d'eux, à leur parler, à les regarder, voilà. Et malgré son casier, personne n'y fait rien et ça a l'air de déranger ou d'inquiéter personne. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. 1 an après la libération de Werner, donc en 1980, les disparitions vont commencer. Il y aura en tout 11 disparitions d'enfants, entre 6 et 14 ans pour la plupart, mais en réalité ça va plus de 6 à 18 ans, parce qu'il y a eu donc 21 disparitions en tout, mais certaines concernent des adolescents et d'autres concernent des enfants. Les disparitions qui nous intéressent donc auront lieu de 1980 à 1989. Et vous verrez qu'elles auront certains points en commun. La première disparition aura lieu le 12 mai en 1980. Elle concerne une petite fille de 12 ans qui s'appelle Ruth Steilman. Cette disparition aura lieu dans la région d'Argovie. Ruth était censée rentrer en vélo de l'école, mais n'arrivera jamais à destination. Malheureusement, son père la retrouvera le soir près d'une zone boisée. Elle avait des morsures sur le sein et avait été abusée. Je vous reparlerai un peu plus tard de Ruth, car effectivement, on sait ce qui lui est arrivé pour le coup. On est maintenant le 20 mars 1982. Rebecca Bierry, qui a 8 ans, rentrait de l'école à midi, à Guetnour. Elle allait donc de l'école à la ferme de ses parents qui se situait à peu près à 2 km du village. Il neigeait énormément ce jour-là, et un voisin l'a vue à 600 mètres de chez elle. Malheureusement, Rebecca a disparu avant d'arriver chez elle. On retrouvera la petite 5 mois plus tard, en août, près de Niederbipp. Malheureusement, son état de décomposition étant extrêmement avancé, on ne peut absolument pas savoir ce qui s'est passé pour elle. On ne sait pas comment elle est morte, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, on ne peut pas déduire si elle a été abusée intimement ou pas. On est le 27 octobre 1983, et ce jour-là, Benjamin Egli, qui a 10 ans, est censé aller acheter du pain pour sa famille. Sa famille est une ancienne famille de gens du voyage qui s'est installée définitivement à Sunnikon. Benjamin part donc chercher le pain, mais il ne reviendra jamais. Le lendemain matin, un cueilleur de champignons a retrouvé son corps, complètement dénudé et mutiné avec un bâton lui aussi, malheureusement, dans la forêt, à 13 km de là où il avait disparu. Aussi en 1983, la petite Loredana Mancini, qui a 6 ans et demi,
et qui est aussi appelée Lola, disparaît alors qu'elle allait chercher de la paille pour son cochon d'Inde au centre commercial de Spijtbak. 6 semaines plus tard, des randonneurs retrouvent son corps dans la forêt de Rumlang, dans un autre canton. Là aussi pour l'instant, on ne sait pas qui est son agresseur. On est maintenant en 1984. Peter Roth, qui a 7 ans, part de l'école le 12 mai donc 1984 avec un de ses copains après avoir effacé le tableau noir. Il est midi et il est censé rentrer chez lui pour aller manger. Mais il décide avec son ami d'aller faire un petit détour et aller chercher un petit paquet de chips pour le savourer tous les deux après une bonne matinée de cours. Malheureusement, ne rentrant pas à l'heure du déjeuner pour manger à la ferme avec ses parents, son père commencera à s'inquiéter. Ce jour-là, Peter, en allant à l'école, portait des bottes mailles à l'abeille. Et ce paquet de chips qu'il était parti chercher ainsi que ses bottes mailles à l'abeille seront retrouvés à 300 mètres de la ferme de ses parents. Mais Peter, lui, ne sera malheureusement jamais retrouvé. Nous sommes maintenant le 7 septembre 1985. Le petit Daniel Sutter a 6 ans. Il est content, c'est une belle journée. Il est parti à la fête foraine annuelle de Rumlang avec sa famille, qui est composée de ses parents et de sa sœur. Il va passer une belle journée, aller sur des manèges, manger une petite barbe à papa. Bref, il est super content, il a hâte d'y aller. Arrivé là-bas, pendant que ses parents mangeaient une raclette, le petit Daniel commence à s'impatienter un peu et ses parents l'autorisent à aller aux autotamponneuses juste à côté, à quelques mètres du restaurant. Ses parents pouvaient le surveiller, il y avait beaucoup de monde, ils se sont donc absolument pas inquiétés. Il y a des enfants de partout, des adultes de partout, qu'est-ce qui pourrait arriver au petit Daniel après tout? Malheureusement, à un moment, ses parents le perdent de vue et Daniel disparaît. Il ne sera retrouvé que 3 jours plus tard par un paysan, mort et ligoté nu dans un champ de maïs. Lui aussi a malheureusement été abusé et mutilé avec des bâtons. On est maintenant le 28 septembre 1985. Ça fait que quelques jours que Daniel a disparu, mais la petite Sarah Oberson de 5 ans va elle aussi bientôt disparaître. Elle aimerait aller faire un tour du lotissement dans le petit village de Saxon, là où elle habite, et sa maman l'y autorise. Quelques heures plus tard, sa mère panique car elle ne retrouve pas Sarah, et en faisant le tour du village, elle ne retrouve que son vélo. Les recherches sont entamées, malheureusement, Sarah ne sera jamais retrouvée. On est toujours en 1985. Il y aura encore une autre disparition, celle de la petite Sylvie Beauvais qui, elle, avait 12 ans. Elle était atteinte d'une difficulté d'apprentissage et avait un QI très bas. Ce jour-là, elle était donc avec une éducatrice et une autre petite fille qui venait du même centre qu'elle, et elles étaient en balade dans la forêt toutes les trois. Sylvie, qui avait un tempérament plutôt joyeux, était partie devant son éducatrice et sa camarade et marchait à seulement 30 mètres devant elle. Malheureusement, à un moment, lors d'un tournant sur le chemin, l'éducatrice perdra Sylvie de vue. L'éducatrice se dira donc que Sylvie est retournée d'elle-même au centre et qu'elle la retrouvera là-bas. Malheureusement, quand elle arrive au centre, Sylvie n'y est pas et l'éducatrice commence à sérieusement paniquer. Elle retourne dans la forêt là où elle s'était baladée avec Sylvie et la deuxième petite fille. Malheureusement, elle ne retrouvera pas de trace du tout de Sylvie. Des recherches seront entamées, mais malheureusement, elle non plus ne sera jamais retrouvée. On est maintenant en 1986 et à ce moment-là, Werner est devenu aide cuistot dans un orphelinat à Oberageri. Mais en mars 1987, à peu près 1 an après son arrivée, il sera renvoyé de l'orphelinat car il a essayé de s'en prendre intimement à un enfant qui vivait à l'orphelinat. Ce qui est bizarre, c'est que même après son renvoi et donc son arrestation, parce qu'il n'a pas été arrêté très longtemps vu qu'il n'a qu'essayé d'agresser un enfant, alors qu'il a déjà un passé d'agresseur, mais oui,
il ne sera pas réellement arrêté et continuera sa vie tout simplement dehors sans aucun problème. Et pendant ce temps-là, les enfants qui vivaient à l'orphelinat et avec qui il avait créé des contacts, donc, continueront non seulement à venir le voir à son appartement, mais en plus lui enverront des lettres pendant le peu de temps qu'il passera sous les verrous à cause de ce qu'il a fait. Mais revenons-en aux disparitions. On est le 3 mai 1986 et Edith Trittenbass a 7 ans et elle va tous les jours à l'école à pied entre son village qui est à Wellernagras et le village de son école qui est à Wolfikon. Ce n'est que quelques minutes de marche, rien de bien dangereux, elle a l'habitude de faire le trajet toute seule et tout va toujours bien. Malheureusement, ce jour-là, elle n'arrivera jamais à l'école. Un de ses voisins dirait avoir vu une voiture rouge inconnue dans le coin. C'est le seul indice qu'on aura pour la disparition d'Edith et malheureusement, elle ne sera jamais retrouvée. Suite à toutes ces disparitions, les parents commencent à réellement être effrayés. On en est à plusieurs disparitions d'adolescents et d'enfants dans le coin. Les parents veulent des réponses et voudraient réellement que les enquêteurs arrivent à arrêter quelqu'un. Malheureusement pour les enquêteurs, c'est plus compliqué que ça, étant donné qu'il y a 8 cantons concernés en tout par les disparitions, qu'il n'y a pas de fichier centralisé, parce qu'à l'époque ça n'existait pas encore, et qu'il n'y a pas de base de données pour les ADN, ce qui complique énormément leurs recherches et leurs investigations. De plus, chaque canton et chaque enquêteur chargé des enquêtes de disparition n'ont pas les mêmes méthodologies et n'avancent pas à la même vitesse. Le résultat des courses, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à travailler les uns avec les autres et à mélanger leurs méthodes afin d'obtenir des résultats. Alors, les enquêteurs suisses auront l'idée de faire appel au FBI. En effet, le FBI a l'habitude malheureusement de gérer ce genre d'enquête. Ils ont l'habitude de gérer des scènes de crime, ils ont l'habitude de gérer des témoins, ils ont l'habitude de gérer des criminels et d'essayer de rentrer dans leur tête. Donc le FBI va accepter de coopérer avec les enquêteurs suisses et va se déplacer jusqu'en Suisse allemande, donc là où se passent toutes les disparitions, afin d'aider les enquêteurs à améliorer un peu leur technique et leur méthode. Pendant leur séjour, les enquêteurs du FBI apprendront aux enquêteurs de la Suisse à figer une scène de crime et à en déduire des conclusions, à interroger des témoins et à en ressortir un maximum d'informations, à retirer des informations d'une autopsie en essayant de comprendre ce qui s'est passé lors de la mort de la victime, et à parler aux médias afin de pouvoir recueillir des indices auprès des résidents de leur lieu de canton. Tout ça, vous le verrez, sera très utile aux enquêteurs suisses, mais malheureusement, pour l'instant, notre Werner Ferrari sera encore tranquille pendant encore un petit moment, c'est-à-dire 2 ans. On est maintenant le 19 octobre 1987. C'est une belle journée et le jeune Christian Widmer, qui a 10 ans, participe à une fête qui se déroule toutes les années dans le village de Windisch. C'est un événement jeunesse qui se déroule dans un gymnase. Théoriquement, il est censé être en sécurité. Christian fêtait les 50 ans de cette fête annuelle, mais il avait quand même une heure de retour, bien que ses parents savaient qu'il allait beaucoup s'amuser, il fallait bien qu'il lui donne une heure de retour, il n'avait que 10 ans. Son heure de retour était donc 19h30. À peu près à 19h donc, Christian quittera la salle de sport. Un témoin le verra marcher avec un homme au moment où lui-même, donc le témoin, était sur une route avec une mobilette. Sa mobilette a eu un problème de feu arrière. Il s'est donc arrêté pour la réparer et c'est à ce moment-là qu'il a vu donc le petit Christian marcher en compagnie d'un homme en direction de la forêt. Il s'est pas inquiété, il s'est dit que ça pouvait être un papa avec son enfant. Mais voilà, malheureusement, le lendemain, le corps de Christian a été retrouvé par des cavaliers à la lisière d'une forêt à Ringken. Lui aussi aura malheureusement été abusé intimement. La police décide de diffuser un appel aux médias afin de demander si quelqu'un aurait des informations ou aurait un témoignage à apporter quant à la disparition du petit Christian. Un appel donc leur sera passé, celui de la personne qui était en mobilette et qui a croisé Christian et un homme.
Et à la description qu'en fera la personne, le nom de Werner viendra à la tête des enquêteurs, puisque maintenant ils ont recommencé une liste de suspects potentiels, et dans cette liste de suspects a été inclus toutes les personnes qui ont eu des comportements déplacés, voire plus, envers des enfants, et Werner fait partie de la liste, puisqu'il a lui-même été en prison à cause de ça, et que quelques temps avant, il a même été renvoyé d'un orphelinat parce qu'il avait été déplacé avec un enfant. Malheureusement, encore une fois, Werner Ferrari aura de la chance parce qu'il n'y a aucune preuve contre lui, donc les enquêteurs vont le laisser tranquille, ils peuvent rien faire pour lui, donc Werner va tout simplement continuer sa vie jusqu'à son arrestation. On va parler maintenant de la disparition qui va faire que enfin Werner Ferrari sera arrêté. On est le 26 août 1989 et la petite Fabienne Imhoff va disparaître. La petite Fabienne naîtra du couple Imhoff, de son père qui s'appelle Powell et de sa mère qui s'appelle Raffaella. Fabienne naîtra le 17 mars 1980. C'est la première année de la famille, elle était espérée et très attendue par ses parents. Elle a un petit frère qui s'appelle Ralph et aussi une petite sœur qui s'appelle Eliane. Fabienne vit à Hagendorf, dans un petit village d'environ 5000 habitants au nord de la Suisse. C'est une petite fille calme, aimante, aimée de tous. Elle aime beaucoup les animaux, et en particulier les chats, et elle aime aussi énormément dessiner. Nous sommes le samedi 26 août 1989. Toute la petite famille ira à une fête de village dans laquelle se trouve une fête foraine itinérante. Forcément, au programme, ce sera manège, barbe à papa, rigolade, popcorn, glace et tous les lots qu'on peut gagner au manège. Forcément, les 3 enfants sont ravis de pouvoir aller s'amuser une journée complète avec leurs parents. Lors de cette fête, toute la ville était complètement illuminée. Il y avait tellement de lumière à ce moment-là que ça illuminait tous les environs. Donc, quand Fabienne a demandé à ses parents si elle pouvait aller faire un tour toute seule à la fête foraine avec une de ses amies, ses parents ont un peu hésité, mais ont décidé d'aller y aller. Sa maman s'est dit que c'était une jeune fille de 9 ans et qu'elle avait bien le droit de s'amuser, que c'était un événement spécial et qu'après tout, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Fabienne est entourée, c'est pas comme s'il y avait personne dans le village, au contraire, il est blindé, il y a des enfants et des adultes de partout. Après tout, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Donc la maman de Fabienne accepte que sa fille aille se promener toute seule avec son amie. Fabienne et son amie s'amusent bien, elles rigolent bien, font des tours de manège, mangent une bonne barbe à papa. Et pendant ce temps-là, ses parents vont manger un bout ensemble, avec ses petits frères et sœurs. Fabienne et son amie s'amusent bien, mais au bout d'un moment, décident de rentrer voir les parents de Fabienne. Elles sont sur le chemin du retour, quand un homme les accoste et leur propose de les raccompagner. Il a l'air plutôt gentil, donc les 2 filles acceptent. On va dire aussi qu'elles sont plutôt jeunes et que à cet âge-là, c'est compliqué de refuser à un adulte. Malheureusement, elles n'osent pas dire non à cet homme qui leur propose de les raccompagner et elles vont accepter. L'homme leur a aussi dit que c'était pour leur sécurité qu'il les ramenait, donc forcément, les filles y ont cru et se sont laissées raccompagner. Mais on va s'arrêter 2 secondes là-dessus, parce qu'on sait tous que cet homme-là, c'est Werner Ferrari, et qu'il propose à 2 gamines de les raccompagner pour plus de sécurité, en sachant très bien ce qui va se passer. Je trouve que là, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce passage-là, je me suis dit vraiment, il se fout de la gueule du monde, quoi. Les 3 partent donc en direction du village, en direction de l'église, et arrivés au niveau de la place centrale de l'église, Werner dira à la petite fille qui accompagnait Fabienne de l'attendre ici et que lui et Fabienne vont prendre un peu d'avance. La petite fille, encore une fois, qui a le même âge que Fabienne, donc c'est-à-dire 9 ans, n'ose pas dire non à cet homme et attend, comme l'homme le lui a demandé, auprès de la fontaine. Fabienne et l'homme se dirigent donc tous les 2 en direction des bois. La petite fille attend, mais Fabienne ne reviendra jamais. Le lendemain, malheureusement, le corps de Fabienne sera retrouvé nu à la lisière d'une forêt, encore une fois, et elle aussi sera malheureusement mutilée par des bâtons, encore une fois, comme certaines des victimes de Werner.
La police, un peu paniquée, lance activement les recherches parce qu'ils ont peur que ce tueur, qui est pour l'instant inconnu, ne recommence et attaque un autre enfant. Coup de bol pour les enquêteurs, la petite fille qui était avec Fabienne a très bien vu l'homme qui a enlevé Fabienne. Elle fera une description assez bonne de l'homme. Elle décrira un homme avec des lunettes. Elle dira que l'homme portait une certaine veste et décrira cette veste. 4 jours après le meurtre de Fabienne, le 30 août 1989, Werner va encore passer un appel aux policiers. Mais cette fois, c'est un Werner paniqué qui appellera la police pour leur dire qu'il n'avait rien à voir avec la mort de Fabienne. Forcément, les enquêteurs iront donc arrêter Werner Ferrari directement chez lui, Oltenet, et enfin, il sera mis sous les verrous. Au début, pendant ses premiers interrogatoires, il va nier farouchement. Mais au bout de quelques heures avec les enquêteurs, il va finalement avouer 4 meurtres. Il avouera le meurtre de Benjamin Egli, donc le petit bonhomme qui avait 10 ans et qui était parti chercher du pain pour ses parents, et dont le corps avait été retrouvé par un cueilleur de champignons. Il avouera ensuite le meurtre du petit Daniel Sutter en 1985. Ça, c'était le petit bonhomme de 6 ans qui avait disparu à une fête annuelle alors qu'il était avec ses parents, qui mangeaient une raclette, et qu'il était allé jouer aux autotamponneuses. On avait retrouvé son corps ligoté dans un champ de maïs, et lui aussi avait été mutilé. Il avouera ensuite le meurtre de Christian Widmer en 87. Donc ça, c'était le petit bonhomme qui avait 10 ans, et qui était un 50e anniversaire d'un événement jeunesse, qui a quitté le gymnase à 19h et que malheureusement on a retrouvé dans la forêt le lendemain matin décédé. Et le dernier meurtre qu'il avouera sera finalement celui de Fabienne qui vient de se produire. Après son arrestation, Werner laissera entrevoir qu'il a 2 personnalités. Comment les enquêteurs vont s'en rendre compte ? Tout simplement parce que Werner signe de 2 noms bien distincts de documents qu'on lui donne à signer. La première signature est donc Werner, son vrai nom, et la deuxième signature est Marco. Werner a réellement 2 personnalités totalement distinctes, car les enquêteurs se rendront compte très vite que Werner est plutôt timide et qu'il nie tout, alors que Marco, au contraire, lui est décontracté, genre vraiment comme s'il était dans son salon. Et lui, par contre, avouera avoir déjà fait du mal à un enfant et même plus que lui faire du mal. Werner, lui, dira qu'il n'a jamais touché à un enfant de sa vie. Par contre, Marco lui décrira certaines des agressions, dira qu'il a bien fait pire que toucher un enfant et avouera même certains des crimes. En réalité, c'est Marco qui avoue les 4 crimes, ceux de Benjamin, Daniel, Christian et Fabienne. Ce n'est pas Werner, absolument pas. C'est Marco qui avouera tout ça. Donc, selon Werner, donc pour lui, il n'a jamais fait de mal à un enfant, il n'est pas coupable des crimes, il n'a aucun souvenir de tout ce qui s'est passé, alors que Marco, lui, à contrario, dit qu'il se souvient de tout ce qui s'est passé, avoue certains des crimes, et dit qu'il ne sait pas si Werner, lui, est au courant. Comme si les 2 personnalités étaient pas vraiment en relation. Et là, malheureusement, on va pouvoir diagnostiquer que Werner Ferrari a soit une personnalité réellement schizophrénique, donc avec 2 personnalités, soit un trouble de dédoublement de la personnalité. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent régulièrement après un événement extrêmement traumatique, et en l'occurrence, Werner a été agressé intimement quand il était enfant par son beau-père, avant même qu'il ait 5 ans, ce qui fait qu'effectivement, pendant cette année-là, il a pu se protéger en se dédoublant et en créant la personnalité de Marco. Marco qui, lui, plus tard, agressera des enfants, soit pour se venger de ce que lui-même avait vécu, soit parce qu'il avait développé une attirance pour les enfants et qu'il les agressera donc. Werner, lui, par contre, gardera la personnalité qu'il avait quand il était enfant, c'est-à-dire que quand il était enfant, on le disait travailleur, affectueux, plutôt timide, renfermé,
Et par exemple, quand il va sortir de prison après le meurtre du premier enfant en 1979, on va dire de lui qu'il se comporte comme un ermite, donc quelqu'un de timide encore une fois. Là, quand il sera arrêté en 1989, les enquêteurs diront de lui encore une fois que c'est quelqu'un de timide, qu'on a du mal à faire parler, qu'il se livre très peu sur son passé, qu'il délivre très peu de son enfance, à contrario de Marco qui lui balance tout et vraiment est à l'aise, quoi. En 1995, donc, débutera le procès de Werner Ferrari, qui, à ce moment-là, bien entendu, ça fait 6 ans qu'il est emprisonné. Il a fallu 6 ans entre le moment du dernier meurtre, donc celui de Fabienne, en 1989, et le procès, en 1995. Il a été emprisonné pendant ce temps-là. Et pendant tout le temps de son emprisonnement, il n'a pas lâché le morceau, il dit qu'il est innocent. Donc le jour où il arrive au procès, il se dit innocent. Malgré ses protestations, Werner sera vite condamné à la prison à vie pour les 5 meurtres qu'on va lui reconnaître. Ces meurtres seront ceux de Benjamin Egli, de Daniel Sutter, de Christian Widmer, de Fabienne Imhoff et de Ruth Steinman, donc la première petite fille dont on a parlé. En 2004, Werner Ferrari repassera devant les juges car un journaliste arrivera à prouver qu'il n'était pas coupable pour le meurtre de Ruth Steinman. En effet, ce journaliste a repris toutes les informations du dossier concernant Ruth et il s'est rendu compte qu'il y avait des morsures qui ont été retrouvées sur les seins de la jeune fille et que ces morsures ne correspondaient absolument pas à celles de Werner. Donc sur 5 meurtres qui lui sont officiellement attribués, il y en a un qui lui sera retiré. Sa peine ne changera pas, bien entendu, il restera en prison. On lui a quand même reconnu 4 meurtres avérés, il y a des gens qui l'ont vu. Voilà, il y a un moment, il va rester en prison à vie, cet homme-là. Comme vous le voyez, on a pu reconnaître que 4 meurtres dans le cas de Werner, mais malheureusement, on n'est pas sûr à 100% qu'il n'y en ait que 4. Puisque Werner a une personnalité schizophrénique et qu'on n'est pas sûr qu'il se souvienne de tous ces meurtres. Donc en réalité, sur la liste d'enfants que je viens de vous citer, toutes les disparitions qui ont eu lieu en Suisse entre 1980 et 1989, du coup, malheureusement, il peut y en avoir d'autres qui pourraient être attribués à Werner. Peut-être qu'avec le temps, avec l'ADN, allons savoir peut-être qu'il va avouer encore d'autres meurtres. En tout cas, Werner est maintenant en prison, il n'est pas prêt d'en ressortir, et ça c'est vraiment une bonne chose, parce que ce qu'on a pu voir dans cette histoire, c'est qu'il est vraiment horrible, il a une technique bien rodée qui fonctionne pas mal, puisque les enfants ne se méfient absolument pas de lui. Il doit avoir une espèce de bagou avec les enfants, comme il y a beaucoup d'adultes qui arrivent à parler facilement avec des enfants, et c'est servi de la naïveté des enfants pour qu'ils le suivent, et ça lui a permis d'en enlever beaucoup, et malheureusement de leur faire énormément de mal. Quand j'ai découvert son cas, j'ai été horrifiée, étant donné que ça a quand même duré pendant 10 ans et que la Suisse a eu 2 tueurs en série en même temps, un qui s'en prenait aux ados et un qui s'en prenait aux enfants. Je trouve ça mais hallucinant sur un si petit pays, ce qui leur arrivait, c'est fou. Heureusement, les 2 ont été arrêtés, donc il n'y a plus de problème en Suisse depuis, et fort heureusement. Et c'est comme ça que va finir l'histoire de Werner Ferrari, qui à mon grand regret a fait énormément de victimes et laissera beaucoup de parents dans le doute jusqu'à la fin de leur vie. Alors je sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire, mais moi le tueur en série qui va enlever des enfants dans les fêtes foraines, ça m'a horrifiés. On a tous été traînés dans des fêtes foraines, je veux dire, avec nos parents qui étaient pas trop loin, qui nous surveillaient. Je trouve ça terrifiant. Les parents osaient même plus sortir leurs enfants tellement ils avaient peur. Et honnêtement, on peut les comprendre. Je veux dire, il y avait quand même beaucoup de disparitions à ce moment-là. Je vous ai dit 21 disparitions en l'espace de 10 ans, quoi. Vous vous rendez compte du nombre de disparitions? C'est énorme. Les parents étaient terrorisés et heureusement que les enquêteurs ont réussi à faire leur boulot et à attraper ces 2 serial killers parce que vraiment c'est de la folie ce qui leur est arrivé. Werner est malheureusement malade, c'est sûr, mais ce qu'il a fait aux enfants, je trouve ça horrible. Le fait qu'il ait mutilé leur corps, sérieusement quoi. Enfin, ça m'a vraiment saoulé le cœur et fait vraiment mal, beaucoup de mal pour ces pauvres enfants. Heureusement qu'on l'a arrêté parce que je pense que tant qu'on l'aurait pas arrêté, il aurait continué à faire des victimes et il aurait pu y en avoir beaucoup.
comme vous en doutez. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et en attendant la vidéo de vendredi prochain à 18 h, prenez bien soin de vous.